Bien, du coup, bonjour à toutes et tous. On est vraiment ravis, enfin, Décider ensemble est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui donne la parole aux entreprises récompensées lors des prix de la participation 2024 pour leur démarche de participation citoyenne. Donc, on a avec nous EDF Renouvelable qui est avec le Grand Port maritime de Bordeaux et le CPIE Médoc qui ont été récompensés, enfin qui étaient lauréats de leur démarche des prix de la participation, et Total Energy avec les pépinières et roseraie à Georges Delbar qui ont été également récompensés 4 étoiles cette année. Euh, voilà, donc introduire ce webinaire, je donne tout de suite la parole à Marc Papinucci, qui est président de la Commission nationale du débat public et qui a été président du jury des prix de l'année de... Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez, mais je pense que oui. Alors moi, je suis ici avec un double titre. D'un côté, je suis président de la Commission nationale du débat public, donc avec les lourdes responsabilités autour de grands débats et de concertations préalables formalisées dans le réglementaire. Et puis, au titre d'un grand plaisir que j'ai, c'est de présider le jury des prix de la participation. Et je dois dire la particularité dans les entreprises, la première fois que j'ai été président, c'est de me dire, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça? Et le plaisir est double parce que j'ai trouvé et les deux exemples dont on va échanger tout à l'heure, j'ai trouvé dans la totalité des présentations des entreprises cette recherche de la participation au bout du territoire, sur le territoire. Des fois, on dit il faut aller, il y a le dernier kilomètre. Ben là, c'est l'inverse. Je trouve que le dernier kilomètre, il est bien parcouru. Et deuxième point, on voit d'ailleurs des modifications de projets qui se font suite à la participation. Mais franchement, cette accroche territoriale, qui peut être d'ailleurs longue, hein, est à mon avis une vraie source de réflexion sur l'acceptabilité, ce qui n'est pas exactement mon sujet habituel. Ah, il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert là, sur l'acceptabilité pour le point de vue de l'entreprise, mais surtout aussi pour l'acceptabilité, pour l'échange avec le public, car trop souvent le public, il a l'impression d'être dans quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à atteindre, alors que vos projets et cette territorialisation ben, sont une vraie réussite d'échange et surtout de transformation parfois même du projet et pas qu'à la marge. Voilà. Donc, bon échange et dites-vous que vous êtes regardé avec beaucoup d'intérêt parce que c'est souvent reproductible. C'est l'avantage aussi des prix de la participation. Et donc, il y a des choses à reprendre ailleurs. Voilà, et donc bonne réunion et vraiment un grand merci à cette participation que vous faites. Voilà, et merci évidemment à l'association de nous préparer à tout ça. Sans décider ensemble, on ne serait pas là, ainsi que tous les autres qui l'accompagnent. Merci à vous. Merci beaucoup, Marc, pour cette introduction. Euh, Nous, à nouveau, on est ravis de tous vous accueillir. Et alors, il y a aussi quelqu'un qui a le micro allumé. Voilà, pardon. Et du coup, nous allons maintenant démarrer par un temps de présentation croisé entre les deux démarches. Donc, vous allez avoir ce temps de présentation pendant 40-45 minutes. Puis, il y aura environ 30 minutes d'échange pour échanger du coup sur ces différentes démarches et poser toutes les questions que vous voulez. On animera ce webinaire avec donc moi en tant que Anouk Chaumienne, chargée d'études chez Décider Ensemble, Et puis Justine Kett, donc actuellement stagiaire chez Décider Ensemble. voilà. Et donc, tout d'abord, pour présenter la première démarche, je vais passer la parole à Alizé Léonard, chargée de concertation chez EDF Renouvelable. Merci Anouk. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Merci Monsieur le Président pour l'introduction. Et effectivement, on va vous parler donc de la démarche de concertation sur le projet photovoltaïque du Verdon, qui a été porté par trois structures. Si, hop, Anouk, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Super. Donc trois structures que vous voyez à l'écran. Je suis la première à me présenter. Donc je suis Alizée Léonard, je suis chargée de concertation chez EDF Renouvelable. EDF Renouvelable, c'est la filiale renouvelable du groupe EDF. On développe, construit, exploite des parcs éoliens et photovoltaïques partout en France et on a depuis un peu plus de 3 ans une agence à Bordeaux qui permet de travailler encore plus localement sur la Nouvelle-Aquitaine.
Et le poste de chargé de concertation, c'est vrai qu'on me demande souvent, et je pense que pour les homologues qui sont présents aussi à ce webinaire, ça peut être la même chose. On me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et du coup, voilà, la présentation de ce projet, de la démarche, va permettre de aussi mettre en avant le lien qu'on vient créer entre les acteurs qui sont à la fois les acteurs porteurs du projet, comme c'est le cas sur ce projet, puisque c'est un projet particulier pour nous, qui a été porté par trois structures différentes. Un acteur industriel, le Grand Port Maritime de Bordeaux, un acteur associatif et environnemental, le CPIE Médoc, et nous, énergéticiens. Mais l'objectif aussi de la concertation, c'est d'aller ouvrir des espaces de dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le projet du Verdon, de manière à ce qu'on assure un projet qui fasse sens pour un maximum de personnes sur le territoire. Donc ça me permet de donner la parole au Grand Port Maritime de Bordeaux, à Philippe Renier. Merci de nous inviter. Déjà, vous dire qu'on est très fiers d'avoir eu ce prix. Euh, Deuxième point, le Grand Port Maritime de Bordeaux, en quelques mots. Donc, on est un des 6 grands ports maritimes métropolitains. Donc, on est un établissement public d'État qui accueille sur son territoire environ 280 entreprises, ce qu'on appelle la zone industrielle au portuaire. Et le projet qu'on va vous présenter juste après, il est lié à l'accueil de ces entreprises. C'est-à-dire que nous, on a souhaité, sur un territoire tel que le port, on n'a pas vocation, nous, à développer des centrales photovoltaïques en direct, mais on a des industriels qui sont implantés à proximité du port et qui ont besoin d'électricité pour se décarboner dans leur process. Et donc, on a souhaité sur nos terrains, et on a examiné, on rentrera un peu plus dans le détail plus tard dans la présentation, on a souhaité examiner la possibilité d'accueillir une centrale photovoltaïque pour pouvoir répondre à la fois aux besoins du port et aux besoins des industriels. Euh, je n'irai peut-être pas beaucoup plus loin à ce stade-là. Juste vous dire que la centrale photovoltaïque aujourd'hui, elle est en cours d'examen par les services de l'État. On a beaucoup avancé sur la concertation. EDF Renouvelable va bientôt rentrer en enquête publique sur cette opération-là. Et on aura l'occasion de développer ensuite ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu mettre en œuvre en commun avec les trois structures euh, pour, euh, pour pouvoir associer au mieux le territoire. Je te laisse la parole, Patrick. Merci Philippe. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Décider Ensemble pour cette initiative de prise de parole. Très rapidement, ce que c'est que le CPIE Médoc, on est une structure associative. On regroupe à peu près un peu moins de 200 adhérents, des bénévoles actifs au sein d'un conseil d'administration de 9 personnes, 6 salariés sur site. Et l'association a eu 30 ans il y a 2 ans maintenant déjà, parce que le temps passe très très vite. On est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un label national. On est 80 structures à peu près en France, 13 en Nouvelle-Aquitaine, à travailler sous le couvert de ce label, hum, qui justement donne une part extrêmement importante de notre travail à ces questions de concertation qu'on fait aujourd'hui évoluer avec l'Union nationale des CPIE vers ce qu'on appelle, nous, la facilitation de l'action commune en territoire. Euh, on est un peu un cas particulier peut-être dans ce paysage, puisqu'on est également gestionnaire d'espace pour le compte du Grand Port Maritime de Bordeaux et du Conservatoire du Littoral. Donc aujourd'hui, on est gestionnaire de 1400 hectares sur la pointe du Médoc. Euh, Parce qu'on a ce statut, on est très très souvent face publique avec les acteurs du territoire, que ce soit les riverains, les chasseurs, les usagers de ces espaces, pêcheurs, mais également les occupants agricoles, aquacoles qui sont présents sur les terrains ou du conservatoire, du port ou du département d'ailleurs. Et à ce titre-là, on a développé depuis pas mal d'années justement des actions. Alors au départ, on parle de sensibilisation à l'environnement. On a été bien au-delà depuis pas mal d'années.
Et on a bien le sentiment, effectivement, qu'on a besoin de ces moments d'échange qui ont été rendus possibles là par le partenariat entre EDF Renouvelables et le port de Bordeaux. Et c'est des moments assez précieux, justement, pour faire territoire, pour faire passer un certain nombre de messages. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place pendant cette période, et on continue de le faire d'ailleurs hein, actuellement avec les partenaires, parce qu'effectivement, c'est des process qui s'inscrivent beaucoup, beaucoup dans la durée. On y reviendra probablement, mais on parle souvent de temps long quand on parle effectivement de ces questions de faire ensemble ou de décider ensemble. Voilà. Donc, j'entrerai pas, je vais faire comme Philippe, j'entrerai pas beaucoup dans le détail pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Peut-être sur le projet très rapidement, Philippe, si vous voulez compléter ce que vous avez déjà indiqué avec le micro. Oui, on est sur, donc sur la commune du Verdon-sur-Mer, qui est un des 7 terminaux du Grand Port Maritime de Bordeaux. Et donc, on est sur un terrain de 45 hectares où EDF Renouvelable donc, nous a proposé de développer une centrale photovoltaïque sur 25 hectares. Et donc, le travail initial a porté sur les 45 hectares avec un travail assez classique d'évitement, de recherche de compensation, voilà. Et, et on est sur un terrain qui accueillait, il y a encore quelques années, dans les années jusqu'à la fin des années 80, des cuves de pétrole. Donc, une activité qui est liée à des ressources fossiles. Et c'est un peu, ouais, c'est assez intéressant quand même de voir qu'on peut développer sur un terrain qui est lié à des anciennes ressources fossiles une centrale photovoltaïque, donc qui est plus tournée vers l'avenir. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, le second projet qui va maintenant vous être présenté est porté par Total Energy en collaboration avec les pépinières et roseraies Georges Delbar. Donc, je vais laisser la parole à Arnaud Delbar pour nous présenter plus amplement ce projet. Bien, bonjour à tous. Merci à Décider Ensemble. Nous aussi, on est très fiers d'avoir eu un prix avec Total Energy. Donc, moi, je suis Arnaud Delbar. Donc, je suis entrepreneur. Nous avons une entreprise. Donc, on fête nos 90 ans cette année de l'entreprise. Donc, c'est la troisième génération. Et nous sommes une entreprise de création variétale de pommes, poires, roses. Donc, nous créons de nouvelles variétés et nous avons aussi, bien, une fois qu'on a créé ces nouvelles variétés, nous avons besoin de faire des plantes pour pouvoir les vendre et valoriser notre création variétale et notre innovation. Donc, nous avons une pépinière d'à peu près 600 hectares dans l'Allier, au centre de la France, dans le Bourbonnais. Et comme toute entreprise, les choses évoluent et il y a à peu près 5 ou 6 ans, suite à des évolutions qu'on a anticipées et qu'on continue d'anticiper, qui sont le changement climatique, la hausse des coûts de l'énergie et autres, eh bien, il a fallu que nous arrêtions une certaine activité de l'entreprise qui était une activité assez débordante en termes d'énergie, qui était la production de plantes sous serre. On a un climat, on est à 350 ou 400 mètres d'altitude, donc on a des climats, on peut avoir des nuits assez fraîches, surtout au début du printemps. Et au début du printemps, ben, ce sont les moments qui sont importants pour la plante de se développer et pour arriver en just in time au moment opportun dans les jardineries. Et donc il nous fallait beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, on a arrêté cette activité, enfin, on l'a délocalisée plus dans le sud de la France où l'énergie ben, est moins nécessaire puisque le soleil et les températures sont plus clémentes.
Et on s'est retrouvé avec un terrain qui avait été complètement défriché auparavant et qui était, sur lequel on mettait des pots, donc on ne cultivait pas dessus, là, il n'y avait plus de terre, hein, c'est du remblai, et qui, en plus, de manière assez intéressante, était un ancien carreau de mine dans les années 50 que mon grand-père avait pu racheter à pas grand-chose et qu'on avait réhabilité pour faire ces plateformes de culture en conteneur. On a cogité un petit peu en se disant qu'est-ce qu'on va faire un petit peu de ce terrain qui va devenir une friche, puisqu'on ne peut plus rien y faire pousser. Alors, on peut faire pousser des aventises, bien évidemment, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à part pour la faune et la flore. Mais au niveau local, ça n'apporte pas grand-chose. En tout cas, ça n'apporte rien en termes économiques. Donc, on a contacté Total Energy et avec Total Energy, on a décidé de faire un projet agro-photovoltaïque. C'est-à-dire que euh, euh, moi, je suis pas un producteur d'énergie, j'ai jamais été un producteur d'énergie, je le serai pas, Total Energy le sera. Par contre, je suis un pépiniériste et j'aime mon territoire. Ça fait maintenant, je crois que la famille est implantée depuis 1600 quelque chose ici dans le Bourbonnais. J'y habite, mon père y habite, enfin voilà, etc. Et nous sommes des pépiniéristes, on fait pousser des choses. Donc, faire du comment valoriser un terrain qui ne marche plus? C'est essayer de trouver une solution autre. Donc, le photovoltaïque a été une idée, et ensuite, on l'a surtout travaillé énormément en agri-photovoltaïque, puisque enfin bon, Anne-Sophie vous présentera un petit peu plus dans les détails les mégawatts ou les hectares qui vont être utilisés. Mais la très très grande majorité des surfaces qui vont être utilisées seront encore utilisées pour faire de l'agriculture ou de la pépinière. Donc en fait, sur ces hectares-là, on va perdre 10 à 15% grand maximum de la surface cultivable pour pouvoir apporter de l'énergie verte et pour pouvoir continuer notre métier. Donc, c'est assez intéressant puisque toute l'idée est partie de cet ancien carreau de mine, donc de l'énergie qui aujourd'hui était fantastique à l'époque et qui aujourd'hui pollue. Et on vient y mettre aujourd'hui de l'énergie propre qui est très vertueuse. Donc voilà, donc ça c'est un projet important et c'est non seulement un projet important parce qu'on va pouvoir utiliser ces terrains et un peu plus, mais aussi c'est que c'est un projet qui rentre vraiment dans une démarche, je dirais, entrepreneuriale parce que, comme je vous l'ai indiqué, nous faisons de la recherche. De la recherche, ça demande des moyens, c'est du temps. Une création de rose, c'est entre 7 et 9 ans. Une création d'un nouvel arbre fruitier, d'une nouvelle variété fruitière, c'est entre 15 et 25 ans. Donc c'est vraiment des projets à très long terme et qui nécessitent justement beaucoup d'investissement et un investissement conséquent et qui doit être constant dans la durée. Et donc cet outil, ce projet agro-photovoltaïque va nous permettre, en plus de conserver nos terrains à la destination qu'ils étaient utilisés au départ, mais en plus va nous générer un revenu qui va nous permettre de pouvoir continuer, solidifier et éventuellement et certainement accroître notre activité d'innovation et de création variétale, qui est la clé de voûte de notre entreprise, puisque comme vous le savez partout, les coûts de, les coûts du travail sont de plus en plus chers et pour arriver à les compenser, eh bien, il faut être innovant, il faut proposer de la nouveauté. Donc c'était vraiment un enjeu stratégique pour nous. Voilà un petit peu l'introduction que je peux faire. Alors, dans tout cela, eh bien, ce qui est important, vous l'avez compris, on est au sein du
du territoire bien implanté en termes historiques. Et moi, ce qui m'a paru très très important et ce qu'on a pu faire avec Total Energy, c'est eh bien d'avancer à masque découvert. Et ça, je pense que ça a été le succès de ce projet, c'est que dès qu'on a commencé d'avoir des idées, on a tout de suite inclus bien tout le territoire, que ce soit les maires, que ce soit les Comcom, que ce soit les riverains, et on a passé un temps très important, mais qui était très enrichissant et surtout très bénéfique avec tous ces gens-là pour pouvoir eh bien, leur expliquer le projet, leur demander des conseils, leur demander ben, ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et du coup, ce projet aujourd'hui, jusqu'à présent, ben, on n'a eu aucun avis négatif. Et surtout, ben, on se rend compte que ça fait maintenant 3 ans, près de 3 ans que nous travaillons dessus, ben, on voit que les gens, tout simplement au bistrot, au marché, ben, ils en parlent entre eux et c'est un projet qui devient le leur. Et ça, c'est très important parce que ben, c'est des changements dans l'environnement visuel, c'est sûr, mais parce qu'on leur a expliqué, eh bien, ils ont compris l'intérêt. Et puis, eh bien, je pense qu'on a réussi en faisant ça à d'en faire un projet commun et de casser un petit peu cet individualisme naissant et qui est toujours là où c'est chacun travaille pour lui ou pense à sa propre, à son propre petit jardin. Et voilà. Merci. Donc voilà un petit peu ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Je Vous nous vous en avez un prie. petit peu devancé sur les prochaines... sur... Pardon. Sur la prochaine partie, oui. Excusez-moi, je suis désolé. Je Non, il n'y a pas de me suis souci. lancé. Voilà. Mais Anne-Sophie m'a arrêté. À vous d'abord pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant passer à la seconde partie donc, qui porte sur l'importance d'impliquer les acteurs locaux dans les démarches de concertation. Donc, nous allons voir comment ces deux projets ont pu mobiliser ces différents acteurs sur leur territoire. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Philippe Renier, donc, directeur accès et aménagement du Grand Port maritime de Bordeaux. Oui, juste pour vous dire, donc sur le territoire du Verdon-sur-Mer, sur lequel on se situe, donc un des 7 terminaux du Grand Port maritime de Bordeaux, ce terminal avait une histoire qui était donc un ancien passé industriel, mais également on est en Nouvelle-Aquitaine et notamment sur le territoire du Vernon, même s'il y avait un ancien passé industriel, des difficultés pour accueillir des industries sur le territoire. On n'est pas à Dunkerque, on est plutôt sur un territoire à caractère plus touristique. Donc, l'acceptabilité était au cœur du projet, sur le Verdon-sur-Mer, le Grand Port Maritime avait vécu, pas dire des échecs, mais avait vécu des difficultés sur d'anciens projets qui n'ont pas pu se réaliser parce que justement, on n'avait pas pris sans doute assez en compte les besoins et la vie du territoire. Donc, un territoire assez difficile sur lequel nous, on souhaite encore développer des industries. Donc, ça, c'était le contexte global dans lequel se positionnait le projet. Dès l'amont, avant même de travailler avec EDF Renouvelable, on a souhaité associer le territoire sur la capacité d'accueil d'une centrale photovoltaïque. Vous avez vu 45 hectares au démarrage qui, au bout du compte, font 25 hectares de centrale photovoltaïque. Donc, il y a eu un travail amont avec la collectivité pour savoir où est-ce qu'on pouvait positionner au mieux cette centrale en tenant compte à la fois d'un bourg existant, d'un terminal portuaire qui était à proximité, et donc l'endroit le plus adapté en fonction aussi des contraintes. On est dans une commune qui est soumise à la loi littorale, en fonction des contraintes qui nous étaient dictées par les services de l'État et par
et des enjeux du territoire, il a été décidé de le positionner au plus proche du bourg existant, pour faire à la fois une zone tampon entre la zone industrielle sur laquelle on a plus de mal à développer des projets et, euh, et, et le bourg existant du Verdon-sur-Mer. Donc il y a eu un travail très en amont avec les collectivités avant même de lancer ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt sur lequel EDF Renouvelable a répondu et sur lequel donc on a été amené à sélectionner l'entreprise EDF Renouvelable, donc notamment pour sa capacité à développer un tel projet, mais aussi dans le cadre du choix initial dans ce qu'ils nous ont proposé dès le départ en termes de démarche de concertation. Donc, ils avaient déjà, dès l'amont, identifié un certain nombre de problématiques telles que je peux vous les décrire. Ils les avaient bien assimilées. Et ils nous ont proposé très, très tôt, dans la démarche, d'associer un organisme avec lequel on travaille, nous, quasiment au quotidien depuis de nombreuses années, le CPUE Médoc, qui gère nos espaces naturels. Il gère environ plus de 700 hectares au niveau du territoire du Verdon-sur-Mer qui appartiennent au Grand Port Maritime et sur lequel on développe à la fois des mesures spécifiques en matière d'accueil d'entreprises, mais plutôt éleveurs, agriculteurs, mais aussi des compensations en termes de biodiversité. Donc, nous, ça nous a paru intéressant dès le départ en tant que maître d'ouvrage, puisque la maîtrise d'ouvrage sera portée par, mais comme territoire d'accueil d'une entreprise telle que EDF Renouvelable, dans leur démarche d'associer le CPIE pour pouvoir aussi nous accompagner collectivement vis-à-vis du territoire. Je te laisse peut-être la parole, Patrick, pour compléter les choses. Ouais, bien sûr. Le, alors, le choix, en fait, comme le disait Philippe, partenaire depuis de très nombreuses années avec l'établissement portuaire, hein. L'association, elle a évolué et on s'est construit quasiment en même temps que le service environnement de l'établissement. On a du coup développé effectivement des liens particuliers notamment autour de ces questions et puis de l'assimilation des acteurs locaux, hein. Encore une fois, que ce soit des usagers comme les chasseurs ou les riverains ou effectivement des professionnels et des socioprofessionnels qui travaillent sur les terrains du port ou en lien avec les terrains de l'établissement. Il y avait quelque chose de très important pour nous dans l'ensemble de ces discussions et notamment dans le cadre de ce projet, c'est que le port de Bordeaux, au Verdon-sur-Mer, est toujours perçu au travers d'une sorte de dette environnementale qu'il aurait ad vitam, parce qu'effectivement, entre la fin des années 60 et la fin des années 80, il y a ces projets autour de l'exploitation pétrolière qui ont résonné et qui ont effectivement modifié à la fois le paysage et puis, je dirais, le contexte socio-économique de ce territoire. Donc on savait que c'était une approche effectivement complexe, comme le disait Philippe, d'autant qu'il y a certains projets qui avaient déjà été tentés sur la pointe et pour lesquels effectivement les modes de concertation qui étaient finalement extrêmement classiques avaient débouché plutôt sur euh, des prises de position un peu rudes à l'encontre de l'établissement et toujours ancrées Les prix de la participation, c'est sur ce total. passé industriel. Du coup, il y avait vraiment un enjeu pour nous à identifier rapidement avec EDF la nécessité de faire de la concertation de manière un peu différente, c'est-à-dire de proposer des choses un peu plus innovantes. Surtout, on avait cette possibilité, étant sur le territoire depuis de nombreuses années et faisant déjà ce travail avec le port, d'identifier localement des relais, c'est-à-dire les acteurs avec lesquels rapidement, il fallait se mettre en contact, travailler à mettre en œuvre sur le territoire les bonnes conditions justement d'une concertation réussie. C'est-à-dire n'oublier personne déjà, et ensuite voir quels étaient les bons relais en fait qui permettaient de faire circuler une information fiable rapidement sur le territoire.
Et ensuite, c'était effectivement de proposer à la municipalité, puisqu'elle allait être au cœur de cette consultation, euh, la mise en place de dispositifs de concertation plutôt adaptés justement au contexte qu'a décrit Philippe déjà et aux habitants. On a cette double difficulté au Verdon d'être à la fois un territoire rural et en même temps d'accueillir effectivement de l'activité touristique à partir du mois de juin, juillet, donc avec un changement dans la sociologie du territoire. Donc c'était important effectivement de balayer l'ensemble de ces personnes-là et d'associer tout le monde. C'est pour ça qu'on a proposé des choses vraiment étalées sur la durée, donc travailler à la fois avec, comme on a déjà l'habitude de le faire, sur des choses assez classiques, avec des balades sur les sites, impliquer rapidement l'école et les parents d'élèves, essayer de faire des choses autour de tout ça, mais au-delà d'essayer de faire produire les gens. Donc d'essayer de les mettre dans la posture de réfléchir au projet, de les faire bien évidemment s'exprimer sur ce projet-là, leurs attentes, et puis de leur faire éventuellement proposer des choses. Donc vraiment de les faire travailler en atelier de réflexion, même si on a travaillé au départ avec des volumes de personnes assez importants. Donc pour ça, c'était peut-être un peu plus facile pour nous maintenant. 30 ans après les débuts de l'association, parce qu'aujourd'hui, on est un acteur un peu identifié sur ces démarches-là. Euh, on, on prend, je dirais, progressivement, parce que c'est pas si ancien que ça, un rôle de peut-être de médiateur un peu localement. Euh, Disons que ça fait maintenant de nombreuses années qu'on a le même discours, on n'a pas changé, on dit toujours la même chose. On fait ce qu'on dit et on écrit ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de surprise, je dirais, pour les participants. Et puis, on a cette capacité à faire une sorte de pas de côté auquel on tient beaucoup, énormément. Et c'est assez présent au sein du réseau des CPIE, hein. C'est qu'on essaye avant tout d'être accompagnateur de démarches. On n'est pas là pour délivrer une opinion. On ne croit pas beaucoup en l'opinion, nous. Voilà, la démarche scientifique ou des démarches de concertation, c'est pas des démarches d'opinion. C'est des démarches qui permettent effectivement de faire dialoguer les gens les uns avec les autres, d'écouter effectivement tous les avis, pour que ensuite les gens puissent décider effectivement de ce qui convient le mieux au territoire. Euh, Mine de rien, on avait vraiment besoin et de de l'établissement portuaire et de la volonté d'EDF d'avancer, comme l'a dit Philippe, sur ces questions, parce que pour la municipalité, c'était pas évident de sortir des formes habituelles de communication. D'ailleurs, je préfère parler de communication que de concertation sur le territoire parce que c'est plus souvent ça, pour nous en tout cas, qui est mis en œuvre. On est plus souvent dans l'information de la population, on est dans des formes de communication qui sont très hiérarchisées et qui génèrent souvent de l'insatisfaction. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le reçoit quand on rediscute avec les gens du territoire. Donc tout l'enjeu, c'était effectivement de mettre en place des choses euh, qui seraient un petit peu différentes des formats classiques euh, qui étaient envisagés ce type de projet et de pouvoir s'appuyer justement sur un partenariat ancien avec l'établissement portuaire, la volonté vraiment d'avancer sur ces questions et de se remettre en cause au niveau d'EDF, ça c'était vraiment indispensable pour convaincre la municipalité et l'emmener avec nous sur cette question-là. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit bien que l'importance donc de s'associer avec différents acteurs pour permettre à la concertation d'avoir lieu et l'importance d'être allé justement chercher, vous, le CPIE, MEDOC, en association avec le port pour permettre cette démarche de concertation. Du côté de la concertation menée par Total Energy, c'est aussi grâce à cette entreprise locale, comme le disait déjà un petit peu euh, le disait déjà un petit peu le président des pépinières Roseraie et Georges Delbar sur, sur le fait qu'il y avait aussi cette importance d'être présent en tant qu'acteur local pour faire cette démarche de participation. Et pour cela, je repasse la parole à Anne-Sophie Charvoz, qui est chargée de concertation territoriale chez Total Energy. Merci Anouk. En effet, je suis chargée de concertation territoriale chez Total Énergie Renouvelable France.
métier de chargé de concertation. À l'ISA, on a décrit les contours et c'est vrai qu'ils consistent à créer des ponts entre les différents acteurs, citoyens, élus, et finalement d'arriver à trouver un équilibre entre nos réalisations techniques en tant qu'énergéticiens et les attentes du territoire. On a fait le choix au sein de Total Énergie Renouvelable France de se doter de cette expertise en interne. On a un pôle concertation et avec pour objectif d'accompagner l'ensemble de nos projets qu'on porte sur les territoires. Je voulais simplement remercier aussi Décider Ensemble avant de vous présenter la démarche de concertation qu'on a menée. C'est important pour nous de mettre à l'honneur et notre métier et les démarches qu'on peut vous présenter aujourd'hui aux côtés d'EDF Renouvelable. Alors pour le projet des pépinières et roseraies Georges Delbar, on a décidé d'internaliser la démarche de concertation. Donc, on n'a pas délégué la démarche de concertation et on s'est appuyé sur deux piliers du territoire, l'entreprise. Vous l'avez vu, Arnaud Delbar, les pépinières et roseraies Georges Delbar sont implantés sur le territoire depuis des décennies. Ça a été notre allié dans l'organisation et toute l'animation de ce dialogue territorial. Et le deuxième pilier, ce sont été les élus du territoire et notamment le maire de la commune d'implantation. Alors, au-delà de nous apporter des clés de lecture du territoire, ils nous ont aussi conseillé. Ils nous ont conseillé sur les acteurs à rencontrer. Ça, c'est un point assez important. Qui associer, quels acteurs pouvoir rencontrer sur le territoire. La mairie nous a d'ailleurs mis en relation notamment avec le manager de centre-ville qui nous a permis de rentrer en contact avec les commerces et de pouvoir plus largement cibler les riverains, communiquer auprès des riverains pour qu'ils participent à nos actions de concertation. Ils nous ont aidés sur les actions à mener. Ça a été un partage constant et validation constante des actions qu'on pouvait mener ensemble, notamment en mairie, pouvoir dédier un espace au projet avec un registre, mais aussi un lieu d'information et d'échange directement en mairie. Et puis, sur le troisième sujet où ils nous ont aussi beaucoup apporté, c'est sur les lieux. On l'a dit, vous l'avez dit, Patrick, les lieux de rencontres, les formats de rencontres à privilégier. Ça, c'est souvent ce qui peut faire la différence aussi pour associer plus de riverains et avoir plus de monde sur nos temps de concertation. Je pense notamment au marché. Le maire de la commune d'implantation nous avait recommandé et permis d'avoir une place sur le marché. C'était le lieu de rencontre des riverains du samedi matin. C'est le moment où ils pouvaient échanger assez librement de sujets. Ça a été un temps où on a pu vraiment rencontrer un maximum de personnes. Donc voilà, valider avec ces deux acteurs-là et le calendrier et les actions, ça a été un préalable et finalement assez primordial de pouvoir les avoir à nos côtés tout au long de la concertation. Après, comment on a organisé cette démarche-là? Il y a eu trois temps. Il y a eu trois phases, elle s'est phasée, cette concertation. Et il y a eu un premier temps, finalement, qui n'était pas tant autour du projet agrivoltaïque des pépinières et roseraies Georges Delbar, mais plutôt autour de l'entreprise. Il y a eu un temps nécessaire pour les riverains de comprendre le repositionnement de l'entreprise, son virage. Ça a suscité énormément d'intérêt pour les riverains. L'avenir de l'entreprise et comment ce projet va leur permettre de pérenniser l'emploi, maintenir l'emploi local. Et ça a été du coup plusieurs mois d'échanges autour de ce virage que prenaient les pépinières et roseraies Georges Delbar, avant même d'attaquer la concertation plus classique sur comment on co-construit le projet. Il y a eu ce temps-là qui était assez important. D'ailleurs, tous les riverains qu'on rencontrait avaient un frère, un cousin, un grand-père qui avait travaillé au sein des pépinières Georges Delbar. Donc, ils étaient très concernés par le virage que prenait l'entreprise. Ils voulaient revoir les roses sur la commune. Ils voulaient pouvoir maintenir l'emploi en local. Donc ça s'est traduit par des actions comme la visite de la roseraie, pour expliquer comment ils pouvaient, quels étaient le virage qu'ils prenaient pour maintenir la création variétale à Commentry, et puis des réunions dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'était important de les ramener, d'avoir des temps d'échange avec aussi les salariés de l'entreprise. Ça, c'était vraiment la première phase.
qui nous a permis aussi de débattre finalement des énergies renouvelables et de l'agrivoltaïsme, parce qu'en 2023, c'était moins présent sur le terrain. Et c'était une première phase plutôt d'échange, non pas expliquer comment on allait porter le projet, mais pourquoi. La deuxième phase, ça a vraiment pour le coup été la co-construction du projet. On a là travaillé avec les riverains, alors avec des formats plus ou moins classiques, des ateliers de travail, des forums participatifs, mais aussi des formats plus originaux où on les a amenés sur le terrain. On a fait des balades, visites de parcelles d'études, temps d'échange avec les salariés au sein de la roseraie. Et ça, c'était un temps assez fondamental qui a duré aussi plusieurs mois pour le projet, parce que c'est pendant ce temps-là qu'on a pu recueillir les préoccupations des riverains dans un premier temps, et d'adapter nos formats et le fond et la forme de nos actions de concertation en fonction des préoccupations, des sujets d'intérêt des riverains. Très vite, il y en a eu 3. Il y a eu l'implantation du projet. Et là, c'était avec eux pouvoir retravailler l'implantation du projet. Donc, ce qui a été dit un peu aussi en introduction, c'est notre capacité à modifier le projet selon les remarques des riverains et des acteurs locaux. Ça a été un premier temps vraiment où on a redimensionné, on a retiré certaines zones, on en a décalé d'autres. Là, le deuxième sujet, c'était l'insertion paysagère. Et là, les riverains sont allés jusqu'à choisir les essences qu'on allait mettre dans les haies qui participeront à l'insertion paysagère du projet. Et puis, la troisième thématique, ça a été la biodiversité, l'impact d'un projet comme celui-ci sur la biodiversité. Et là, on a associé en interne, nous, notre chargé environnement qui nous a accompagnés et avec qui on a pu créer un atelier dédié sur cette question-là. On était sur le terrain et on est allé avec les riverains et d'autres associations locales expliquer les mesures qu'on allait mettre en place pour compenser dans certains cas et pour éviter dans d'autres. Donc, adapter peut-être sur cette deuxième phase, adapter nos formats de concertation aux préoccupations des riverains. Et bien sûr, on l'a pas dit, mais le temps d'écoute est le temps le plus important dans la démarche de concertation. On a pris énormément de temps à écouter et à pouvoir intégrer un maximum de retours qu'on avait. Et puis, le troisième temps, Anouk, tu me donnes le timing hein, si je dépasse. Et le troisième temps, c'est maintenir le dialogue. Maintenir le dialogue, informer, continuer à expliquer, à présenter le projet finalisé qui intégrait les retours des riverains. Cette phase-là, elle est toujours en cours. Même si le projet est déposé, on continue, il est en cours d'instruction, à animer le dialogue avec le territoire. Ça, c'est une phase aussi assez importante, donc avec des formats un petit peu plus classiques, continuer à faire des permanences d'information publique, des lettres d'infos, présence sur le marché notamment, et pouvoir aussi continuer à être en lien avec les élus du territoire. Ça, c'est un point qui nous tient beaucoup à cœur, pouvoir aussi associer les élus des communes limitrophes. Donc, c'est tout ce travail qu'on continue d'engager et qui est une phase plus d'information maintenant que le projet est déposé. Voilà Merci pour... beaucoup pour cette présentation. Du coup, maintenant qu'on a vu et pris connaissance des projets, compris l'importance de l'ancrage territorial dans ces différentes concertations euh, et, et voir comment est-ce que justement c'est cet ancrage-là qui permet, que ce soit dans une démarche comme dans l'autre, d'aller au plus proche des territoires et de les faire participer, une question reste en suspens, c'est est-ce que ces démarches ont permis de modifier les projets? Quels sont les impacts qu'elles ont eus? Comment est-ce que, voilà, quels sont les résultats en fait de cette concertation? Et pour cela, donc, je vais repasser la parole à Patrick Lapouillade, directeur du CPIE Médoc. Comme ça, on va essayer de répondre à la question du chat. Voilà. Euh, Comme vous l'avez compris, il y avait un enjeu particulier autour de l'histoire de ce site, comme l'expliquait Philippe tout à l'heure. Donc, on a choisi, en fait, en termes de méthodologie, de travailler sur trois axes en même temps. La question de l'impact paysager, parce que c'était véritablement prégnant sur le site où on était, hein. On est très proche
d'un ancien port ostréicole, un petit port ostréicole qui aujourd'hui est devenu une sorte de lieu un peu refuge pour pas mal de personnes, des artistes, des galeries, des restaurants, etc. Donc une dynamique au sein même du village qui a remplacé l'ancien marché, etc. Donc vraiment un lieu de vie très proche. Donc il y avait vraiment un enjeu autour de ça, et puis un enjeu de reconnexion du village à ce qu'est aussi le port de Bordeaux et les terrains du port de Bordeaux. Et qu'on sorte un peu de cette perception voilà, de cette dette écologique dont je parlais tout à l'heure, là, qui est apparemment éternellement due par par l'établissement. Donc on avait vraiment un travail à faire autour de ça. Et puis le sentiment, mais ça EDF avait vraiment l'habitude, effectivement qu'on avait beaucoup de choses aussi à apporter, en monter en compétence sur ce que c'est que la production d'énergie, comment ça se passe et autres. Donc on avait ces trois thématiques. Et l'idée, ça a été assez rapidement d'associer tout le monde avec donc une entrée paysage, des ateliers autour de cette question du paysage ancien du Verdon, son évolution, et notamment du site en question, donc avec de la photographie, le questionnement des anciens, etc. Et puis des ateliers sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'est-ce qui était mis à disposition en termes d'études, à la fois par le port, puisque au Verdon-sur-Mer, je vais parler sous le contrôle de Philippe, mais depuis allez, pratiquement 2005, on a multiplié les études inventaires et on a une connaissance maintenant extrêmement fine à la fois des habitats et des espèces sur l'ensemble de ce territoire-là. Donc ça, c'était déjà au service du porteur de projet et en même temps, lui-même a conduit des études complémentaires 4 saisons avec des bureaux d'études, etc. Donc énormément d'informations intéressantes à faire remonter aussi aux habitants pour qu'ils prennent connaissance de ça. Et on s'est appuyé sur ces informations et ces données environnementales pour aussi faire un peu de jeu sérieux. Voilà, on avait des petits sur l'atelier Biodiv, on proposait aux gens d'aménager leur jardin. Où est-ce qu'ils mettaient leur maison, où est-ce qu'ils mettaient le cas échéant leur piscine, leur barbecue, etc. Et c'était quoi l'impact en habitant au Verdon sur les habitats et les espèces de la même manière que pour le port ou pour un projet comme EDF, qu'est-ce qu'on pouvait prendre en compte à notre échelle. Donc ça, c'était intéressant de faire un peu ce pas de côté et puis bien évidemment ensuite d'amener les gens directement sur site. Et le troisième atelier était animé par EDF directement sur les questions de puissance, sur les questions de production, de comment effectivement tout ça, ça allait se mettre en place, où seraient les répartiteurs de charges, comment tout ça, ça allait s'ancrer finalement dans le territoire. Et on a maintenu en fait à chaque fois ces trois thématiques, y compris quand on a mis en place des sorties directement sur le site. Donc on était chaque fois sur des espèces de stations comme ça où on maintenait systématiquement cette approche paysagère dans un cadre, l'approche plutôt biodiversité et habitat, et puis l'approche production d'énergie ensuite. Ce qui a permis la démarche, c'est de passer d'un projet de 45 hectares, comme le disait Philippe tout à l'heure, hein, à la slide sur laquelle vous avez vu tout à l'heure brièvement la définition du projet, donc déjà qui aujourd'hui est sur 25 hectares, si je ne me trompe pas. Donc on a redimensionné et la population a participé au redimensionnement finalement de ce projet-là. Euh, a compris aussi ce qu'était la logique éviter, réduire, compenser. Je pense en tout cas pour la plupart des gens qui ont participé, même si au départ c'était véritablement obscur. Comprendre effectivement quelle était la démarche progressive, itérative de cette prise en compte de la biodiversité et des habitats. Ça, c'était particulièrement intéressant aussi de voir ça avec les gens qui ont joué le jeu, qui ont participé à ces ateliers, et puis sur le terrain, de voir comment ça se concrétisait effectivement, à quel endroit on évitait d'impacter telle espèce végétale, à quel endroit on maintenait tel type de corridor, et donc de faire évoluer le modèle d'implantation finalement au fur et à mesure. Et puis le gros sujet, effectivement, c'était l'éloignement du port ostréicole, la covisibilité, etc. Donc là, c'était de faire participer aussi les gens. Alors on a utilisé des choses très très simples, hein, des mâts pour simuler la hauteur des panneaux, et essayer d'identifier où étaient les niveaux de covisibilité, envisager la plantation de haies, quel type d'essence, de la même manière que ce qui était présenté tout à l'heure par Total Energy, qu'est-ce qu'on va mettre à tel endroit, comment est-ce qu'on peut le faire, à quelle hauteur ça va monter, etc. Quel sera l'impact de voilà paysager véritablement, même après on est le long d'une route pavée qui mène sur l'estuaire de la Gironde. Comment tout ça, ça allait s'aménager.
Et puis, ça a permis aussi de faire avancer un sujet sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années avec le port de Bordeaux. C'était comment progressivement reconnecter les gens à une partie de la zone portuaire en direction de l'estuaire de la Gironde, avec un sentier ou pas, en évitant les zones de compensation, en évitant de marcher sur les plates-bandes des usagers, qu'ils soient chasseurs ou autres, agriculteurs, etc. Et on a vraiment bien avancé sur cette question-là, encore une fois avec du temps, parce qu'il en faut beaucoup pour mettre tout le monde d'accord là-dessus. Et donc ça a été aussi une des démarches vraiment positives du projet et une capacité effectivement à développer de l'acceptabilité. Parce que derrière, il y avait aussi cette capacité à se reconnecter à ce qu'est l'univers du port de Bordeaux, à la fois en tant que gestionnaire d'espaces naturels, puisqu'aujourd'hui c'est le cas, hein, l'établissement le disait Philippe tout à l'heure, gère plus de 700 hectares d'espaces qui sont aujourd'hui figés pour 30 ans, qui sont des espaces qui vont servir soit dans le cadre de la compensation, soit dans le cadre d'un plan de gestion, à maintenir effectivement à la fois des activités socio-économiques durables et des habitats et des espèces. Et en même temps, de faire comprendre effectivement que, y compris l'activité touristique, notamment quand elle est menée à la pointe du Médoc, est une activité industrielle et qu'elle a donc effectivement aussi elle aussi des impacts. Et donc, comment est-ce qu'on arrivait à concilier finalement l'ensemble de ces questions? Donc, pour nous, c'était vraiment une opportunité, je vais dire, de travailler sur ces sujets avec EDF et avec le port, parce que c'est véritablement le cœur des messages qu'on a envie de faire avancer avec la population sur ce secteur-là, quoi. Euh, du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de maintenir effectivement le niveau d'échange, mettre en place, on l'a fait très, très récemment, de nouveau de l'information, hein. Le panneau que vous avez vu tout à l'heure, il a été installé en bordure du port ostréicole pour témoigner justement du changement et de la manière dont le projet s'était adapté aux attentes des uns et des autres. Préparer la mise en place de ce sentier qui devrait voir le jour là d'ici le mois de juin-juillet et du coup, continuer d'ouvrir le site, continuer de faire vivre les échanges, continuer de recueillir aussi pour nous les perceptions des gens. On avait attiré l'attention et du port et d'EDF il y a quelques temps sur le fait que bah, le temps administratif est très long, le temps de l'instruction. Et dès qu'on perd un peu le contact avec les acteurs et avec la population, il y a de nouveau des choses qui s'imaginent. Voilà. Donc on a vraiment un travail dans la durée aussi à mettre en œuvre pour qu'effectivement le projet continue de vivre dans l'esprit des gens et qui sentent et qui continuent à être associés à l'évolution en fait de ce site. Donc nous, on continue en fait régulièrement d'aller sur cet espace, d'y proposer des activités avec les gens pour qu'effectivement on n'oublie pas vers quoi on va, même si des fois le temps est un peu long. J'espère avoir fait le tour à peu près de ces questions-là et puis je répondrai aux questions s'il y en a bien évidemment ensuite. Juste pour conclure sur ce projet, déjà pour répondre aussi un tout petit peu à la question qui a été posée sur le chat, euh, les marges de manœuvre, elles étaient, Patrick l'a expliqué, déjà on avait identifié un certain nombre de demandes du territoire, et ça a permis toute cette démarche de concertation d'identifier les demandes du territoire. Et les marges de manœuvre, nous, on les a laissées aussi aux porteurs de projets. Tant qu'industriel, nous, on aurait souhaité naturellement que les 45 hectares soient couverts de panneaux photovoltaïques. Mais cette démarche de concertation a permis de répondre à la fois aux besoins du territoire, à leur vision qu'ils avaient du territoire, et aussi à nous faire évoluer, nous, en tant qu'établissement portuaire accueillant des panneaux photovoltaïques, vers quelque chose qui était à la fois acceptable pour le territoire et qui prenne en compte les enjeux écologiques sur le terrain. Donc, les marges de manœuvre, on les a trouvées finalement euh, ensemble avec le territoire et avec les riverains. Euh, la démarche a été complètement différente de ce qu'on pouvait connaître jusque-là avec d'autres porteurs de projets plus industriels.
qui ont sans doute moins de temps, qui sont plus pressés. Parce qu'un industriel, quand il souhaite s'implanter sur un territoire, notamment les industriels qui se tournent vers le port, eh ben, ils vont chercher de la concurrence internationale et s'ils n'ont pas intérêt à qu'ils prêt dans les 2, 3 ans et s'ils ne peuvent pas poser la première pierre dans les 2, 3 ans, eh ben, ils vont aller s'implanter ailleurs. Donc nous, là, on est dans une démarche qui est sans doute plus lente, mais qui permet d'aller de- d'aller dans le sens aussi du territoire. Ça a permis aussi, et on en remercie EDF Renouvelable, hein, parce que justement, eux, ils sont habitués à ce genre de concertation. Bah, ça nous a permis aussi d'aller vers une acceptabilité du port globalement et de ne pas avoir l'image qu'on peut avoir uniquement via les autres projets qui sont sans doute plus difficiles à accepter. Voilà. J'irai pas plus loin et puis je laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, on a bien vu ce que la concertation locale a pu apporter au projet, à ce premier projet, donc notamment avec l'instauration du dialogue, les différents ateliers, etc. Donc, maintenant, pour voir comment la concertation a influencé concrètement le projet de Total Energy, je vais passer la parole à Anne-Sophie Charbot. Merci. Alors, comment nous, notre démarche de concertation nous a impacté le projet? Le premier impact, c'est qu'elle nous a permis de nous ancrer localement et de consolider des liens avec les acteurs locaux qu'on entretient toujours. Ce que disait Patrick, CPIE, c'est important. On doit continuer à maintenir, même une fois le projet déposé, tout ce temps d'instruction est long, et c'est pouvoir continuer à être présent sur le terrain. Ça nous a permis de vraiment de consolider des liens assez forts. On sera présent aux 90 ans de l'entreprise. On continue pour chaque événement, soit de la commune, soit des pépinières et roseraies Georges Delbar, d'être à leur côté et de continuer à expliquer le projet et comment il peut évoluer. Mais surtout, ce qui nous a permis d'intégrer ces 20 mesures citoyennes, donc on a appelé citoyennes, c'est-à-dire issues des remarques des citoyens. Alors, on a sélectionné quelques-unes et puis après, je laisserai peut-être le temps, lors des questions-de-réponse, d'en préciser certaines si vous le souhaitez. Sinon, on a un bilan de concertation plus complet sur le site du projet. Mais principalement, on le voit, c'est commun à nos deux projets d'énergie renouvelable, c'est l'insertion paysagère, c'est-à-dire son impact visuel. C'est des projets d'aménagement de territoire. Donc là, ça a été vraiment les deux grosses actions et on a pu réduire certaines zones d'implantation et ça, on peut le faire qu'au regard des retours des riverains qui habitent à proximité, qui nous ont dit celui-ci, il y a un chemin de randonnée, il faudrait décaler de 25 mètres. Celui-ci, il y a le cimetière qui va pouvoir être agrandi, il ne faut pas qu'il y ait de co-visibilité, donc il faudrait décaler cette zone. Ça a été vraiment le gros travail de réduire, de réajuster, de retravailler l'implantation du projet. Et c'est bien possible. Et c'est ce que nous permet la concertation. C'est ce que nous a permis la concertation. Le deuxième gros axe, on en a aussi parlé, c'est l'insertion paysagère, l'aménagement paysager qu'on va mettre en place autour de notre projet. Donc là, on a notamment créé un partenariat avec le lycée agricole et horticole du Bourbonnais pour pouvoir travailler avec eux sur deux aspects, les haies, l'entretien des haies, la mise en place des haies, les essences qu'on allait retrouver dans les haies. Donc là, une des demandes des riverains, c'était de remettre des roses notamment. Donc on va travailler bien sûr avec les pépinières et roseraie Georges Delbar pour accompagner cette insertion paysagère en lien avec les attentes en tout cas qu'on peut avoir du territoire. Et puis un verger conservatoire, ça a été aussi une demande de retrouver des arbres fruitiers, de remettre les pépinières un peu plus au cœur du projet. Donc c'est des choses qui ont été retenues et qu'on mettra en place. Et puis un troisième aspect qui est plutôt pédagogique, où là on travaille notamment avec le collège.
pour pouvoir sensibiliser aussi les jeunes au sujet des énergies renouvelables. Demain, ce projet, on espère pouvoir le faire visiter comme on le fait déjà avec France Renouvelable, notamment aux collèges, aux écoles. Ça, c'est un aspect. Donc, on a revalorisé un circuit de randonnée existant en y mettant des panneaux plutôt pédagogiques et autour de l'histoire des pépinières, autour de l'histoire de la commune et aussi autour des sujets des ENR. Et puis, voilà, il y a une vingtaine de mesures qu'on a pu intégrer et c'est ce qui a été un peu l'impact, en tout cas, l'impact le plus important pour nous. Je pense qu'après, je peux peut-être laisser le temps à nous aux questions, réponses s'il faut détailler ensuite. Alors, merci à tous les intervenants et les acteurs impliqués dans ces deux projets, donc à la fois pour leur participation au prix et maintenant à ce webinaire. Donc, c'est vrai que ces présentations nous ont vraiment permis de comprendre l'importance de la concertation locale, donc en particulier dans les projets énergétiques. Donc, on va pouvoir passer au temps d'échange, mais avant ça, j'aimerais juste en profiter pour vous annoncer que notre prochain webinaire se déroulera le 3 juin prochain, et donc il sera consacré à deux projets portés par les collectivités de Annemasse et de Laval. Et donc, nous lancerons prochainement les inscriptions. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions pour les intervenants, c'est le moment de les poser, soit via le chat, soit de vive voix, ce qui est toujours mieux. N'hésitez pas hein, à lever la main, prendre la parole sur les concertations. Euh, alors, j'ai Samsung SMX510 à qui je donne la parole. Bonjour, merci pour les présentations, merci aux On porteurs de vous entend projet pas. pour les... Pardon? C'est peut-être moi qui vous entends pas. Allô? Ah oui, oui, c'est bon, pardon. Bonjour Jonas, je suis étudiant dans le secteur de la concertation. Je remercie les porteurs de projet, les différentes structures qui ont participé à la présentation. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour les travailleurs, notamment du port, s'il y a eu une nécessité de reconversion, etc. Qu'est-ce qui a été mis en place dans le cadre de la concertation? Et ensuite, pour la pépinière, est-ce que ce projet a changé les méthodes de travail? Et si oui, qu'est-ce qui a été mis en place pour l'accompagnement au changement? Merci. Peut-être Patrick, pardon, Philippe, sur la Oui, alors, question sur le port. j'ai pas bien compris, mais donc la question c'est impact sur les travailleurs du port, c'est ça? Oui, s'il y a eu des potentiels impacts ou des reconversions des travailleurs sur site. Alors là, on était sur des terrains qui étaient pas utilisés. Euh, Par contre, on a mis dans le cadre, quoi, ça c'est plus global. On est sur un territoire où justement on n'a pas encore les projets industriels qui sont sortis. Et aujourd'hui, l'impact pour les travailleurs du port qui sont encore sur le site du Verdon, c'est ils sont repositionnés en attendant sur de l'accompagnement, notamment du CPIE, sur des mesures compensatoires, réouverture de milieux. Donc, leur impact, il est aujourd'hui. Après, ils sont appelés, ils ont vocation à redevenir des ouvriers, entre guillemets, portuaires qui font du déchargement de navires, etc. Mais il y a aussi, on a profité finalement de ces temps où les projets ne sont pas encore aboutis sur le territoire pour pouvoir aussi leur faire découvrir d'autres métiers ou les positionner sur des métiers différents. Donc, ils ont du suivi, mais pas que sur le projet d'EDF renouvelable, des espaces pour pouvoir les maintenir en état, voire les réouvrir pour tenir en compte des enjeux environnementaux. Merci.
De mon côté, je vais essayer de répondre, mais je veux bien que tu reprécises la question. L'idée, c'est de l'accompagnement des salariés des pépinières et roseraies, ou c'est l'accompagnement Pas- des riverains une fois que le projet sera installé? Non, vraiment des salariés, savoir si Des l'installation a eu salariés, un impact, oui, si oui. l'installation a eu un impact sur Euh, leur méthode de travail ou des choses comme ça. Oui, on les accompagne, en effet, il va y avoir une coactivité, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir la production des pépinières et notamment une partie qui sera aussi dédiée à l'élevage. Donc on accueille un agriculteur supplémentaire sur les terres et il y a tout un accompagnement de la coactivité qui a été mis en place. Pour ça, on est accompagné par Ombrea, un pôle d'expertise qui a plusieurs démonstrateurs et des connaissances sur ces sujets-là et qui pourront accompagner l'agriculteur et les salariés de l'entreprise dans la coactivité. C'est des choses qu'on commence à travailler dès la phase de développement du projet avec eux d'ailleurs pour s'assurer que le projet soit pérenne dans le temps. Très bien, merci. On a également une question dans le chat et ensuite je donnerai la parole à Chiara Anderson qui avait levé la main, euh, qui demande enfin, une question de la Malo. Merci pour ces précisions. Ces retours d'expérience mettent en avant la participation des acteurs locaux au dimensionnement du projet. Mais qu'en est-il d'une participation financière des acteurs locaux, communes, EPCI, associations locales, citoyens? Leur participation au capital de la société de projet est-elle envisagée par EDF Total? Le financement du projet et les bénéfices économiques via la revente de l'électricité notamment sont-ils ouverts à d'autres acteurs? Peut-être je peux apporter des éléments de réponse pour le projet EDF renouvelable. Alors effectivement, c'est des possibilités qui sont ouvertes aujourd'hui. Sur le projet du Verdon, c'est des questions qui ont été abordées lors des temps de concertation. Le financement participatif notamment, qui a suscité l'intérêt des habitants et qui sera mis en place. Par contre, sur ce projet-là, il n'y a pas de participation au capital pour les collectivités, puisque c'était pas un souhait des collectivités. Ils nous en avaient fait part dans les échanges. Mais en tout cas, c'est effectivement des sujets qui ont été abordés sur les retombées économiques et fiscales, notamment pour ce qui est des retombées pour la commune et pour la communauté de communes. Tous ces éléments ont été présentés et discutés à la fois lors des rendez-vous avec les communes et la communauté de communes, et aussi lors des temps de concertation avec les habitants. Juste pour compléter sur les histoires d'entrée au capital, euh, les collectivités, effectivement, n'ont pas souhaité pour le moment. Nous, c'est une possibilité en tant qu'acteur industriel de rentrer dans une société de projet. Mais bon, rien n'est finalisé aujourd'hui, mais c'est le genre de choses que nous, en tant que Grand Port Maritime, on le fait sur d'autres projets. On ne s'interdit pas. Je vais avoir sensiblement la même réponse de mon côté. C'est des choses qu'on construit notamment avec les communes et les EPCI quand elles sont en demande et qu'elles le souhaitent. Ça n'a pas été le cas sur ce projet pour les pépinières et roseraies Georges Delbar. En revanche, le financement participatif est un sujet en effet qui revient souvent dans nos concertations et on le met en place également. Là, on réfléchit à le mettre en place sur ce projet aussi. Chiara Anderson, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre présentation. Ma question est sur la thématique principale de ce prix de participation. Je voulais être certaine que j'ai bien compris, parce que il me semblait que c'était sur l'engagement pour une démocratie plus participative. Donc je pensais que c'était une thématique plus générale. Mais il me semble du coup, d'après votre présentation, qu'il faut vraiment une grande partie du projet qui soit précise sur l'environnement et sur les changements climatiques et sur les nouvelles énergies,
et donc pas sociale. Est-ce que c'est bien le cas ou est-ce que vous avez tout de même une porte ouverte pour une amélioration de la démocratie participative entre différents acteurs, mais focus sur les aspects sociaux et donner la parole aux personnes moins privilégiées, plus marginalisées? Alors, si c'est une question globale sur le prix, c'est absolument pas focus sur une certaine thématique. Enfin, il y a l'idée de vouloir justement récompenser toutes les démarches qui mettent en place une démocratie participative plus largement. Là, il se trouve que côté entreprise, on a eu une majorité de, enfin, de thématiques orientées sur les énergies renouvelables et sur ces thèmes-là. Et du coup, c'était ça l'idée de faire un webinaire en focus sur ces démarches-là, mais plus globalement pour candidater au prix, et c'est le cas de l'ensemble des autres démarches qu'on peut mettre en valeur. Enfin, typiquement, par exemple, à Laval et Annemasse, dans le webinaire qui sera organisé pour le 3 juin, c'est des démarches qui ont été récompensées en lien avec les émeutes qui ont eu lieu il y a quelques temps. Et qui ensuite ont mis en place une démarche de participation citoyenne pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer la situation dans leur collectivité. Et donc après, voilà, c'est assez ouvert et assez large. L'objectif étant de toujours voir comment est-ce qu'on peut au mieux faire participer les citoyens, les citoyennes aux différents projets sur les territoires. Ah, Euh, super. Bah, du coup, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, je pense que vous allez bientôt voir notre candidature. et je passe la parole à Patrick. Ouais, Euh, je trouve la question particulièrement, particulièrement intéressante. Euh, je pense que tout dépend du territoire sur lequel on se situe. Euh, Nous, on a vraiment, on est vraiment content d'avoir eu l'opportunité de travailler avec l'établissement portuaire et EDF sur ce projet parce que ça met en évidence justement un déficit sur le territoire sur lequel on travaille depuis de nombreuses années de portage de l'ensemble de ces questions. Philippe l'évoquait tout à l'heure, tous les projets ne sont pas attaqués sous cet angle d'une volonté de concertation générale et autres. Dans notre quotidien, nous, on travaille avec des chantiers d'insertion, on travaille avec des gens qui sont dans des situations de précarité. On essaye d'associer ces gens à différents sujets sur le territoire, mais ça reste compliqué de franchir cette étape, notamment avec les élus locaux. Comme je le disais tout à l'heure, c'était important de pouvoir s'appuyer sur l'établissement portuaire et sur EDF pour arriver à convaincre effectivement les élus que cette démarche-là, elle n'allait pas faire perdre de temps à personne, elle serait enrichissante et elle permettrait effectivement de, de, de renforcer du lien localement. Mais c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident sur tous les territoires. Ça reste un vrai sujet. C'est une posture dans laquelle nous, on souhaite de plus en plus aller, parce qu'on voit bien qu'il y a des déficits et qu'il y a certains sujets, quand ils sont portés, alors à la fois pour des raisons de timing, pour des raisons parfois politiques ou autres, un peu rapidement, ils créent plus de fossés entre les acteurs que de ponts. Et ça reste une grosse difficulté parce que nous, ça nous met à mal dans notre travail quotidien. Donc, on a vraiment besoin de ces temps de respiration et ces temps d'échange sur lesquels tout le monde puisse s'exprimer en allant chercher effectivement la totalité des gens. Et puis d'évoquer effectivement le contexte socio-économique et notamment sociétal ou social de notre territoire pour on puisse à terme répondre en termes de dynamique de projet de façon adaptée en fait aux attentes des gens qui vivent à cet endroit-là. Mais c'est encore une étape à franchir qui est pas simple. Voilà. On a des opportunités comme ça pour créer ces temps d'échange-là qui sont propices à ça et convaincre effectivement un certain nombre d'élus on peut aller vers ça, quoi. D'accord. Si vous voulez, je peux vous partager un peu plus sur notre projet. Donc, je travaille pour Place Network, qui est une association qui travaille, qui est basée à Paris, mais qui a des projets européens et français à travers de la France. Le projet pour lequel je pense pour ce prix, il s'appelle Resilient Cities. Et on a travaillé avec la ville de Clermont-Ferrand, la ville de Lyon et la ville de... Euh, Ah, la troisième m'échappe maintenant et on a fini les projets donc avec eux et maintenant on est en train d'établir une relation avec Besançon et d'autres villes à travers de la France. C'est un projet où on essaie vraiment de diminuer la distance entre les citoyens
surtout de parcours migratoires, mais aussi marginalisés par d'autres facteurs risques, avec les organisateurs politiques, avec les élus politiques. Et du coup, on crée ce qu'on appelle des policy labs, qui est donc un système créé, promu aussi par Sciences Po et par d'autres organismes et universités bien connues. Donc, on crée vraiment ces différents cours un peu et programmes et challenges avec donc les élus locaux d'un côté, avec les personnes cibles de l'autre côté, où on les apprend comment mieux s'écouter, proposer des idées. Donc, on aide aussi les personnes qui ne sont pas dans le milieu politique de base à être au courant de ce qui se passe, comment elles peuvent partager leurs idées, comment elles peuvent réellement participer à la démocratie. Et donc, on continue dans cette avenue-là et on veut participer et continuer ce projet-là à travers différentes villes à travers de la France. Parce que, bah, comme je l'ai dit, on n'a que fait 3 villes pour l'instant, un projet de 2 ans, je crois, chaque pays, avec plusieurs rendez-vous, plusieurs policy labs, plusieurs conversations qui ont été facilitées pour parler des politiques publiques vraiment précises et locales et comment elles allaient impacter les différentes personnes qui, en général, n'y ont pas accès à ces conversations. Et à côté, on a un autre projet qui s'appelle Participation, où vraiment on se focus sur les personnes donc très jeunes. Je crois que c'est entre 16 et 22, 23 ans, pour les éduquer sur les différents chemins politiques et les différentes actions, comment les lois sont faites, comment les décisions sont prises, comment est-ce que un jeune d'aujourd'hui, surtout donc cette population-là, qu'on touche. Ces jeunes sont beaucoup des banlieues, en situation de pauvreté, de plusieurs générations de parcours migratoires, pour du coup les aider à ressentir aussi un sens de responsabilité par rapport au changement politique qu'il y a aujourd'hui et comment ils peuvent aussi participer à tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pose ces questions. Je suis désolée, je suis partie dans un petit speech. Mais pour finir, voilà, voici les 2 projets auxquels je pensais et j'avais peur que ce soit plus environnemental. Et si jamais vous avez besoin de conseils pour comment contacter des communes, notre équipe est géniale là-dedans. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Super, merci beaucoup pour ce partage. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parce que sinon, moi, je trouve que ça amène une bonne question sur à quel point est-ce que vous avez réussi, enfin, vous estimez avoir réussi à aller chercher dans vos différents projets, justement, ces publics éloignés, enfin, vraiment plus éloignés des dispositifs publics et de la prise de décision. Euh, Est-ce que vous avez réussi, d'ailleurs, enfin, est-ce que vous avez réussi à avoir justement un nombre une diversité dans les personnes touchées par la concertation et dans les propositions qui vous ont été faites et que vous avez pu... Ouais, merci. C'est un vrai sujet, notamment des publics éloignés, mais pas que. C'est-à-dire d'avoir un intérêt des riverains, de tous les riverains, sur des sujets d'aménagement de territoire. Souvent, malgré toutes les communications qu'on peut faire, les différents formats qu'on peut mettre en place, c'est 10 fois difficile de mobiliser. Et encore plus, il est vrai, des publics éloignés. Moi, je rejoins un petit peu CPIE, c'est que souvent, c'est à la main des élus. Et nous, le maire de Commentry nous avait demandé d'associer à notre démarche de concertation le directeur du village SOS Enfants. Donc, c'est des villages qui accueillent des enfants qui sont en protection et qui sont réintégrés dans des familles d'accueil. Et on a pu travailler avec le directeur. On continue à creuser notre partenariat ensemble pouvoir faire de cet espace, notamment Verger Conservatoire, un lieu pédagogique et un lieu commun avec ce village qui accueille des enfants en difficulté notamment. Je pense à cette action spécifiquement sur le projet qu'on avait pour les pépinières. Et bien sûr, il faut qu'on puisse encore aller plus loin et avoir tous les publics réunis. Mm. Sur le projet du Verdon, effectivement, on s'était posé cette question et les échanges avec le CPE et le Grand Port ont beaucoup aidé. C'est comment en fait aller chercher ces habitants qui n'ont pas toujours l'habitude d'être sollicités pour des projets, n'ont pas
pas beaucoup l'habitude finalement de donner un avis ou de venir contribuer. Euh, sur le Verdon, il y avait aussi différents types de populations. Il y avait les personnes qui sont les habitants à l'année, il y a ceux qui sont là l'été. Donc, nos dispositifs ont aussi été pensés pour aller toucher ces deux types en fait de personnes. Et on a vu à travers les différents formats que il y avait des formats qui nous permettaient d'aller peut-être chercher un peu plus la contribution des habitants, mais en même temps qui étaient des formats qui étaient moins habituels. Sur le premier format, par exemple, où on a fait des ateliers, on a senti que ça sortait les personnes de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et on a eu des demandes sur bon, le deuxième format, ce serait bien si on faisait vraiment une réunion publique voilà, plus classique. Donc, en fait, on a essayé d'adapter les dispositifs pour permettre de toucher tout le monde au maximum. Il y a toujours effectivement hein, des publics, notamment les jeunes, les familles, des fois avec enfants qui sont plus difficiles à aller chercher, mais par des formats, par exemple les visites de sites, les balades. On a eu, par exemple, une famille avec des enfants en bas âge, et ça, c'est vrai que ça fait plaisir dans ces temps de concertation de voir qu'on va chercher des publics qu'on ne voit pas souvent dans ces temps-là. Je ne sais pas si Patrick, tu veux compléter, parce que je sais que vous aussi, vous avez cette habitude-là de proposer des formats pour aller chercher des publics différents. Ouais, alors déjà à la base, honnêtement, dès qu'on veut parler de choses qui sont en lien avec l'établissement portuaire au Verdon, on est dans un contexte où les gens sont déjà éloignés du sujet en fait. Euh, L'histoire fait que il y a ce marquage. Et donc c'était déjà une sacrée victoire quand on a fait la première réunion avec plus de, je sais plus combien il y avait de personnes, enfin on a largement dépassé la centaine. 120, je Et crois. Mm. ouais, et c'était vraiment déjà, pour nous, c'était déjà vraiment un signe, quoi. Ça veut dire qu'on reconnectait des gens à ces questions-là et à cette portion de territoire qui est un peu oubliée par la population. Donc ça, c'était vraiment important. Après, on a eu une très très grande diversité effectivement de gens qui sont venus, y compris sur les temps de balade, comme le disait Alizé, hein, avec parfois des familles ou autres. Et puis, on est dans un contexte à la pointe du Médoc, j'allais dire, précaire. On est au niveau hélas, des chiffres Gironde. On est dans des territoires où on a beaucoup de gens qui sont éloignés de l'emploi. On est sur des secteurs avec une population qui vieillit. On est au cœur on est au cœur de ces questions-là. Et le fait Mm. de ne pas l'avoir, comment dirais-je, c'était pas un objectif en soi, mais finalement ça s'est fait de façon assez naturelle. Et nous, il y a des gens effectivement, on fait des balades, on fait des activités toute l'année sur le Vernon. Euh, il y a des gens qu'on n'avait jamais vus. Donc ça c'est bien. Ça prouve que au-delà de ce qu'on porte nous habituellement, donc, qui est vraiment ancré sur les questions de biodive ou autre, euh, ben, on touchait des gens différemment parce que le sujet était différent. Mm. Et sur les canaux aussi de communication, sur les événements, Mm. ce qu'on en retient, c'est vraiment euh, l'intérêt de passer par les canaux finalement locaux, que ce soit, là on est passé par la mairie du Verdon, avait un groupe de mails d'habitants volontaires qui souhaitaient être informés de ce qui se passait sur la commune. On est passé par ce réseau mail proposé par le maire. Le réseau du CPIE a été évidemment un réseau local très important, et aussi le réseau de Un estuaire pour tous. Donc c'est une association locale qui est garante de la qualité de vie en fait au Verdon, et des échanges en amont avec cette association nous ont permis de les mettre dans la boucle du projet, et ensuite eux ont souhaité, quand il y a eu des temps de concertation, ont souhaité eux aussi communiquer via leur réseau à eux. Et c'est aussi par ces différents canaux de communication qu'on a pu aller chercher des gens qu'on n'aurait pas eu si on avait simplement mis une affiche à la mairie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on retient. Plus on est en contact avec des acteurs locaux présents sur place, plus eux peuvent ensuite diffuser aussi auprès de populations avec lesquelles ils sont en échange sur d'autres sujets. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. On a encore quelques minutes pour d'autres questions, s'il y a d'autres questions dans la salle.
Parce que moi, j'ai plein de questions, hein, mais c'est peut-être pas le jeu. Ouais, sinon, moi, j'en pose peut-être une dernière, et puis on s'arrêtera là pour laisser tout le monde à ses occupations en ce jeudi. Euh, Ma question, c'est plutôt par rapport justement, ça s'adresse plutôt du coup à Patrick, non, pardon, à Monsieur Régnier, du côté du port, enfin, en fait, ma question, c'est est-ce que dans les entreprises, je ne sais pas si vous aviez déjà l'habitude de mettre en place ce type de concertation, et pareil, en fait, vous dites que les élus, souvent, ils ont enfin, ils sont pas toujours, du coup, ils sont un peu frileux parfois à l'idée d'aller vers ces concertations. Est-ce que vous pensez que, enfin, ça c'est aussi le côté chez Total Energy pour savoir, est-ce que les concertations que vous avez mises en place, elles ont permis de changer un peu les pratiques et est-ce que vous pensez que la concertation sera du coup peut-être plus facile à mettre en place prochainement? Est-ce que les projets pourront peut-être plus faire l'objet de concertation? Enfin, est-ce que vous voyez que ça a pu modifier en tout cas la manière de penser le fait de faire des projets en interne et avec la population? Ou est-ce que là, vous avez apporté un projet qui était construit et donc vous avez un peu essayé de faire les choses et ça a fonctionné, mais vous n'êtes pas sûr que ça aura un impact sur le plus long terme dans les pratiques potentiellement des élus ou des Oui, entreprises. alors, je dirais que quoi, l'apport, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est on accueille sur nos terrains des industriels qui ont des projets qui sont complètement différents. On a par exemple une usine de cobalt et de nickel qui va s'implanter, de raffinage de cobalt et de nickel qui va s'implanter, qui souhaite s'implanter sur l'un de nos terminaux, avec des risques industriels qui seront importants. Euh, Ce projet-là, le projet EDF renouvelable, c'est un projet qui est plus simple parce que vous n'avez pas tout cet aspect risque industriel euh, qu'on retrouve sur avec des entreprises qui s'implantent souvent sur les ports. Donc, le fait quand même de porter des projets plus simples, pour nous, ça permet aussi de discuter avec les collectivités sur des projets qui sont plus acceptables et de montrer que un port, ce n'est pas seulement des industries difficiles à faire accepter au territoire. Donc, ça participe à l'image d'un port euh, peut-être un peu plus positive, mais même si les autres industriels ont des raisons en termes de souveraineté, que ce soit économique, alimentaire, etc., qui sont très importantes, mais qui ne vont pas de soi vis-à-vis de la population telle qu'on peut la connaître sur le territoire actuellement. Donc, au moins, ce projet-là nous a permis de renouer un dialogue avec la collectivité et avec les riverains et avec des associations locales qui ont permis de discuter aussi d'autres projets. Par rapport aux autres projets, et ça c'est la deuxième partie de votre question, est-ce que eux modifient leur façon de voir les choses? Comme je vous le disais, c'est des projets souvent qui sont très pressés dans le temps, où le temps de la concertation, c'est toujours quelque chose de difficile pour eux. D'accepter que si on vous propose un terrain en Italie qui est libre demain et qui peut accueillir un industriel et qui puisse faire la même chose en Italie qu'en France, eh ben, si ils ont un marché derrière qui fait que il va falloir s'implanter en Italie, ils iront s'implanter en Italie beaucoup plus rapidement et la partie concertation, ils ne la prendront pas forcément. Après, on sent quand même une modification des industriels qui veulent s'implanter sur les ports par rapport à cet aspect acceptabilité sociale, mais au sens global.
C'est-à-dire que il y a des démarches, notamment pour ceux qui le connaissent, sur la CSRD, qui vont s'imposer peut-être pas tout de suite, mais aux industriels de demain. Et donc, il faut qu'ils prennent en compte globalement, mais c'est une acceptabilité qui est européenne, voire mondiale, tous ces aspects-là. Et, euh, et ça leur permet aussi des démarches telles que celle-ci de valoriser l'entreprise au niveau global. Euh, Après, je vous parlais de cobalt et de nickel juste avant. L'industriel, il va regarder déjà ses obligations en termes de concertation. Eux, par exemple, ils ont, euh, ils ont fait le choix de faire appel à la CNDP. Et donc, ils se sont inscrits dans un dispositif qui finalement est quand même très comparable, qui peut être plus lourd, mais qui est très comparable à ce que vous faites avec Décider Ensemble, quoi, ce que vous essayez de mettre en valeur avec Décider Ensemble. La CNDP permet aussi d'associer ce genre de choses à peu près au même niveau voire même plus que ce que vous faites avec Décider Ensemble. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais je pense que le train est en route aussi, mais pour l'ensemble des industriels. Merci pour votre réponse. Je rejoins complètement la remarque et aujourd'hui, le dialogue territorial, la concertation, la démocratie locale, c'est devenu fondamental, notamment pour les industriels. On ne peut plus s'en passer, on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire sans les élus locaux. C'est une... c'est le jalon, nous, qu'on s'impose et assez naturellement qu'on a sur l'ensemble de nos projets. Je réponds à ta deuxième partie de question, Anouk. Et aujourd'hui, on voit bien qu'au début, c'était peut-être quelque chose qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Et le lien notamment qu'on a avec les élus locaux, là, on porte un projet dans l'Allier, mais on va retrouver, ça impacte notre présence en tant qu'industriel sur tout le territoire. Les élus se parlent, les élus savent, et on n'a pas le droit de porter un projet sans le co-construire avec eux. Ça aurait beaucoup trop de répercussions. Et en plus, ça vient nourrir finalement, nous, notre connaissance du terrain. On est aujourd'hui, nous, présents dans toutes les régions et il faut de la proximité sur ce type de projets qui sont des projets d'aménagement de territoire. Donc, cette concertation volontaire, pour nous, elle est mise en place sur l'ensemble de nos projets ENR. Et c'est ce que je disais peut-être en introduction, le souhait chez Total Énergie Renouvelable France d'avoir un pôle en interne dédié à cette question pour s'assurer que le dialogue territorial est mis en place sur l'ensemble des projets. Petits projets ou gros projets, c'est l'ensemble des projets. Mm. Oui, et je compléterai aussi. C'est vrai qu'on sent que c'est une demande qui provient des élus. On le voit de plus en plus quand on rencontre des élus sur des projets où, avant toute chose, il y a aussi de la demande de qu'est-ce que vous allez faire en termes de concertation, comment vous allez travailler avec les habitants. C'est une demande de la part des habitants aussi de participer de plus en plus au projet. Ça, on l'entend très clairement sur le terrain. Donc, comme Anne-Sophie, hein, tous les projets d'énergie renouvelable cette dimension concertation, elle est extrêmement importante. Et on le voit aussi par l'évolution de la loi où la concertation est de plus en plus définie voilà, de qu'est-ce qu'il faut faire sur les projets. Et donc, on vient associer à la fois un cadre réglementaire avec une concertation volontaire, puisque chaque projet est différent et du coup, chaque concertation est différente et se fait finalement au cas par cas avec le territoire sur lequel le projet se fait. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un joli mot de conclusion et on va pouvoir vous laisser à toutes et tous à vos activités. Merci d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve éventuellement le 3 juin si vous voulez assister au webinaire de la Vallée Annemasse. Et puis sinon, bonne journée. Merci.
Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.